Maintenant, passer à la première table ronde, même si elle est rectangle, sur les nouveaux consommateurs culturels. Et je vais céder mon micro à une passionnée du milieu littéraire. Elle coordonne les activités de l'Alliance culturelle de l'Ontario, travaille en étroite collaboration avec l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. Aussi, elle est aussi écrivaine. Elle poursuit une maîtrise en langue française à l'Université d'Ottawa. Son regard sur le milieu de la critique, vous l'avez peut-être lu aussi, métier critique. Non, mais elle fait plein de choses. Et vous pouvez aussi l'entendre parfois ici, Radio-Canada Première. Alors, l'essayiste, chroniqueuse Catherine Voyer-Léger, qui s'en vient sur la scène avec les trois membres du panel. José Garceau de Symposium, Judy Kaila Offredou de Havas et Mélanie Janard, qui est booktubeuse. Alors, tout le monde, venez-vous-en. Il va falloir que je coupe dans cette bio-là, elle me fatigue. J'ai plus d'énergie après. Bonjour tout le monde, Catherine Voyer-Léger. Je vais aller, on est un peu en retard dans l'horaire, donc comme vous allez avoir les présentations de mes invités derrière, je vais vous les présenter vraiment très rapidement. Bonjour mesdames. Allô. Donc à mes côtés, José Garceau, conférencière, aussi auteure du livre La cohabitation des générations, publié aux éditions La Presse. Elle a mis sur pied un bureau de consultants, Symposium. On pourrait dire spécialiste de génération. On peut dire ça? Oui, on peut dire ça. C'est bon. À ses côtés, Judy Kaila Offredou, directrice stratégie chez Havas Canada, donc une femme de marketing, qui a travaillé pour le Club Med, Via Rail, Unilever, Microsoft, entre tous. Et tout au bout, Mélanie Janard. Bonjour Mélanie. Allô. Mélanie est donc rédactrice, réviseur, créatrice de contenu. Elle a collaboré à plusieurs blogs, a été chroniqueuse web à l'émission spécialisée BDFI. J'ai toujours de la misère à dire. BDFI. Le Mont Vôtre. Merci. Sur les ondes de CIBL. Et aujourd'hui, on veut discuter, comme vous le savez, des nouveaux consommateurs culturels pour savoir s'ils consomment différemment. Il y a le terme « milléniaux » là, qui est autour de notre table ronde et de nos préoccupations. Je commencerai donc par ça, José Garceau. Est-ce qu'on peut commencer par peut-être définir qu'est-ce que c'est une génération, en fait? En fait, une génération, c'est un groupe de personnes qui ont vécu et ont été influencés par des choses communes. En général, c'est entre 17 et 20 ans. Et bon, si on prend l'exemple des baby boomers, par exemple, eh bien, ils ont été influencés par tous les changements des années 60, par les changements au niveau de la famille, au niveau du mariage, par la fin de la guerre, par une situation économique qui était plutôt optimiste, etc., ce qui va faire qu'ils auront ensemble des valeurs assez communes. Si on prend l'exemple de la génération X, des gens qui ont entre 36 et 50 ans, par exemple, ben eux, ce qui les a façonnés, c'est la crise économique des années 80. C'est l'absence de travail à la sortie de l'école. C'est un taux de chômage élevé. C'est des taux d'intérêt élevés. C'est l'éclatement de la famille. C'est la première génération avec la clé dans le cou qui va faire en sorte qu'ils auront un certain nombre de valeurs communes par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à la famille, etc. Évidemment, chaque personne n'a pas toutes les caractéristiques de sa génération. Alors, on va chercher ce qu'on retrouve chez une majorité de personnes. Et dans le cas des milléniaux, oui, qu'on appelle aussi génération Y, alors pourquoi on les appelait milléniaux? Parce que la première équipe qui a travaillé sur cette génération-là, qui est une équipe américaine, eux autres, ils ont terminé la génération en 2000 parce que c'était, bon, ça terminait en 2000, donc l'année où cette génération-là diplômait de l'école secondaire. Donc, on a dit millennials parce que c'était en rapport avec l'an 2000. C'est devenu génération Y, entre autres parce qu'une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils demandent toujours pourquoi. Donc, en anglais, ça fait Y generation. Et là, ça semble, on revient à milléniaux, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la même gang. Okay. C'est la même affaire. C'est la même chose. Oui. Judy Kaila, comment on utilise ça, le concept de génération en marketing? Est-ce qu'on l'utilise et à quoi ça sert? C'est une question très intéressante parce qu'aujourd'hui, on est plus dans une phase qu'on appelle post-démographique,
où pendant très longtemps, on s'est basé sur les générations pour faire du marketing en disant si je m'adresse à un consommateur qui a entre 35 et 50 ans, je sais qu'il a telle croyance et je vais lui dire ça, puis c'est comme ça que je vais lui vendre mon paquet de lessive, par exemple. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, parce que quelqu'un qui a 50 ans et quelqu'un qui a 25 ans peuvent avoir les mêmes caractéristiques de consommation, parce qu'on vit dans un monde plus globalisé où la culture est partout et tentaculaire et disponible de plein de manières différentes, parce qu'on a accès à Internet, parce que, bref, pour plein de raisons, le concept des générations est de moins en moins utilisé et on se référence beaucoup plus à ce qu'on appelle des insights, en bon français, ou ce que moi j'aime aimer, c'est ce que je préfère dire, c'est des croyances profondes. C'est une manière de voir le monde, une manière d'envisager les choses. Puis ça me rappelle à la question qui était posée tout à l'heure, on voit cette nouvelle génération, par exemple, qui se pose des questions sur l'écologie de ce qu'elle fait. Mm-hmm. Mais l'écologie, c'est un sujet qui existe depuis longtemps, puis chez les boomers, c'est les premiers à avoir eu ce réflexe écologique. Donc, c'est pas lié à une génération ou à un âge, c'est lié à une manière de penser, à des croyances profondes, puis ce qu'on appelle les insights. Et c'est intéressant que vous disiez qu'au point de vue du marketing, on est un peu en train de réfléchir les choses autrement, parce qu'il me semble en tout cas que dans l'espace public et dans les médias, on entend beaucoup parler de génération et que cette question des milléniaux et de leur changement d'attitude et leurs habitudes de consommation semble être comme au cœur d'un enjeu social. Ben, ça dépend des secteurs. Mm-hmm. Moi, je travaille beaucoup avec les entreprises qui ont à gérer des équipes multigénérationnelles, donc qui ont des employés entre 24 et 65 ans. Alors, évidemment, là, il y a des différences. Il y a des choses sur lesquelles les gens peuvent se regrouper en termes de valeurs, mais aussi des différences en termes d'attentes, en termes de quelles sont les attentes au travail, quelles sont les valeurs qu'on veut privilégier au travail, nos façons de travailler, quels sont notre concept de réussite. Si je prends des baby boomers jusqu'à la génération Y, on est passé de réussir dans la vie à réussir sa vie. Alors, évidemment, dans cette optique-là, on ne fera pas exactement les mêmes choix, ou pas nécessairement, on n'aura pas nécessairement les mêmes priorités, ou si on les a, ne seront pas dans le même ordre. Mais je suis d'accord qu'il y a de plus en plus de choses qui nous rassemblent, et quand on est dans une génération, on évolue. Alors, quelquefois, on peut dire, il y a 10 ans, j'étais exactement comme ça et tranquillement, je me rends compte que je me rapproche de tel ou tel groupe d'âge parce que tranquillement, nos valeurs et nos comportements changent. Mélanie, est-ce que vous êtes une milléniale? En théorie, selon les chiffres, oui. Puis je pense que j'ai certaines caractéristiques aussi dans le sens où j'aime afficher ce que j'aime. C'est important pour moi de prendre ma place justement sur les réseaux sociaux. Puis c'est pour ça aussi que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc, parlons-en, parce que vous avez fait beaucoup de choses. Entre autres, vous avez étudié en édition à l'Université de Sherbrooke. Bon, et il y a un an, vous décidez de lancer une chaîne YouTube. Qu'est-ce qui préside à ce choix-là dans votre parcours de chroniqueuse, Oui, bien, comme tu l'as mentionné au début, ça fait plusieurs années que j'ai toujours un pied un peu dans le milieu littéraire, que je parle de livres sur les blogs, à la radio. Puis là, j'ai comme eu envie, il y a un petit peu plus d'un an, de partir mon propre projet, d'avoir ma propre ligne éditoriale, de créer mon propre contenu. Puis, j'avais aussi envie de rejoindre un public adolescent au départ. Okay. C'était ça mon but. Je me disais, j'ai envie de parler de littérature, pas nécessairement jeunesse, mais qui peut rejoindre les ados qui sont dans une espèce d'entre-deux, qui lisent du jeunesse, mais qui seraient peut-être ouvertes à découvrir d'autres choses. Fait que je me suis questionnée, je me suis dit, un blog, mais j'ai fait comme non, les ados ne lisent pas vraiment de blog, et ils sont sur YouTube. Fait que ça s'est comme imposé. Là. Pour moi, c'était clair que j'allais partir une chaîne YouTube. Finalement, j'ai commencé ça, puis je me suis rendu compte que dans la première année, là, en tout cas à date, je ne rejoins pas vraiment les ados encore. OK, c'est intéressant. La plus grande majorité, la majorité des gens qui me suivent ont de 25 à 34 ans. Puis, c'est ça, ma ligne directrice, elle s'est comme un peu modifiée en cours de route, puis c'est normal, là, je pense, c'était comme des essais-erreurs au début.
Puis, où je m'en allais avec ça? Puis, vous rejoignez combien de monde? Ben là, pour le moment, ma communauté est comme en train de se bâtir. Ben oui. Là, je vais bientôt atteindre 700 abonnés sur YouTube, Facebook, parce que là, j'ai comme plusieurs réseaux sociaux qui sont tous reliés à ma chaîne YouTube, en fait. Puis c'est ça. Ma communauté, je suis en train de la bâtir, puis ça continue tout le temps. Sur ma chaîne, je parle de littérature, surtout contemporaine québécoise, parce que c'est ça que moi, je lis. Puis mon but, c'est aussi de faire découvrir cette littérature-là à des gens qui vont pas nécessairement lire une critique dans Le Devoir, qui vont pas, surtout pas lire une critique dans une vraie revue littéraire. Ces gens-là sont pas là. Puis c'est vraiment un autre public que je vais rejoindre. Puis il est important à aller rejoindre ce public-là parce que j'ai l'impression que souvent on s'imagine qu'il est inatteignable, mais c'est pas vrai du tout. Bien, vous mettez tout à fait la table pour ma prochaine question, qui est pour vous trois, en fait. Donc, en vous écoutant, Mélanie, ce que je comprends, c'est que pour développer ce nouveau public-là, des outils comme les médias sociaux sont incontournables. Est-ce que, Judith-Kayla, vous iriez dans ce sens-là aussi? Est-ce qu'on peut se passer, si on veut rejoindre ce public-là ou les autres, aujourd'hui, de Des médias sociaux? Oui. Non, je pense vraiment pas qu'on puisse s'en passer. Après, la difficulté, c'est de trouver comment on se distingue dans la multitude de messages qu'on reçoit sur les médias sociaux. Si on prend l'exemple d'un fil Facebook, c'est un mélange entre des photos de votre nièce et des vidéos de chats qui font je ne sais pas quoi, qu'on trouve très drôle. Et au milieu de ça, il faut parler d'un bien culturel qui peut être très varié. Donc, la difficulté, c'est de trouver comment on se distingue et surtout face à des concurrents qui parfois ont énormément de moyens pour cibler les bonnes personnes, pour avoir le budget, pour aller chercher une audience très, très large. Oui. Moi, je dirais que pour cette génération-là, en tout cas, la vitesse est au cœur de leur vie. D'être capable d'avoir accès à de l'information rapidement, d'en prendre connaissance rapidement et d'être capable de tout de suite mettre en application les choses qu'on vient d'apprendre, c'est super important. Donc, je suis d'accord quand tu disais, ils liront pas des grandes revues de littérature, ils liront pas des critiques d'un livre qui font une page et demie dans un journal, c'est trop long. La génération Y, c'est la génération qui aime les listes. Les 10 meilleurs livres à lire cet été sur la plage, les 10 conseils de tel auteur qu'on apprécie, voilà. Des choses qui sont rapides, qui sont concises. Et comme on est littéralement dans une nouvelle économie du commentaire et de la référence, eh bien, si une personne en qui ils ont confiance, une personne qu'ils respectent en termes d'artiste, par exemple, dit... je vais prendre l'exemple de Louis-José Hood, qui, je crois, est le porte-parole des libraires ou quelque chose comme ça. Du prix des collégiens. C'est ça, ou quelque chose comme ça. Mais bref, qui est connu, qui est apprécié. Si Louis-José disait, une fois par mois, envoyait un message et disait « Voici les 4 livres que j'ai lus ce mois-ci et ils sont formidables. Si vous aimez tel truc, vous allez adorer ça. Si vous aimez ça... » Ça, c'est comme... Ça va vite. La référence vient de quelqu'un qu'on apprécie, en qui on a confiance, et c'est des choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent fonctionner très bien. Ils recherchent en général quelque chose qui va aller rapidement et qui va leur permettre de faire un choix rapidement. Annie? Par contre, moi, je suis d'accord un peu avec ça, la rapidité et tout, mais quand je disais que c'est pas nécessairement des gens qui vont lire un article dans Le Devoir, je pense que c'est pas juste une question de rapidité, c'est une question d'intérêt, parce que je trouve que le message, de la façon qui est exprimé, disons, dans un article qui est plus littéraire, ça va pas rejoindre ces gens-là, puis ça projette quelque chose qui est un peu complexe, tu sais, des fois, ils vont se dire je comprendrais pas, anyway, cet article-là ou ce livre-là. Puis c'est ça aussi que je trouve qu'il est important de rendre plus accessible puis de dire non, la littérature, tu peux très bien la comprendre puis tu peux lire toi aussi. La notion de plaisir est très importante aussi.
Puis est-ce que, dans tout ce que vous dites, là, je reconnais l'idée dont on a parlé plus tôt d'économie de la recommandation. Est-ce que cette économie-là, puis peut-être que Judith-Kayla, vous allez être la meilleure personne pour répondre à ça, elle est partout, c'est-à-dire c'est pas juste une histoire de culture, là. L'économie de la recommandation, c'est comme une... L'économie de la recommandation est présente partout et on ne peut vraiment pas passer à côté de ça. Le point, c'est qu'on est quand même dans une tendance où les gens se méfient des grandes corporations, se méfient de leurs recommandations. On n'a qu'à regarder les élections américaines. La personne qui a été élue, elle a été élue parce que sa base considère que ce n'est pas une élite et que donc ce qu'il dit a plus de valeur parce que ils ont l'impression que c'est quelqu'un comme eux qui parle. Donc ça, c'est partout. Ça, c'est partout. La recommandation que me fait mon ami ou quelqu'un où j'ai l'impression que c'est une vraie personne, quelqu'un de vrai, a beaucoup plus de valeur que ce que je peux obtenir d'une grande corporation, tout simplement parce que il y a cette défiance vis-à-vis de l'économie, de l'impact économique et des raisons pour lesquelles on me dit ça qui sont pas forcément pour mon bien, mais parce qu'il y a quelqu'un qui va gagner de l'argent derrière. Mais je lisais dans une entrevue sur cette question-là, entre autres sur la question des médias sociaux, où on disait, bon, ça ne va pas surprendre personne, là, mais il faut trouver des façons nouvelles de s'adresser à notre communauté sur les médias sociaux. Donc, on ne peut pas juste faire de la publicité ou de l'information comme on le faisait habituellement. Il faudrait, par exemple, montrer les coulisses d'une maison d'édition, des trucs un peu innovants ou l'idée d'avoir une entrée avec un auteur, une entrée dans la vie d'un auteur qui est un peu unique, qu'on n'aurait pas ailleurs et tout ça. Un, est-ce que c'est vrai? Et deux, ça demande combien de temps et combien de ressources de faire tout ça? Ça semble énorme pour beaucoup des gens qui sont assis ici, de devoir, en plus de tout le reste, je sais pas, aller filmer vos backstores de librairie, par exemple. Moi, je suis pas convaincue que c'est quelque chose qui va les intéresser à lire plus. Ils sont plus dans la notion de plaisir. Si plutôt on réussit à leur convaincre que lire ce livre-là, ils vont adorer ça parce qu'il y a de l'action ou parce que c'est drôle ou parce que ça les amène ailleurs, c'est plus ça qui les intéresse que même l'auteur qui a écrit le livre. C'est le moment qu'ils vont passer avec ça. Cette génération-là est dans l'expérience. Entre autres, elle préfère l'usage à la propriété. Elles aiment mieux. C'est pas important d'acheter le livre et de le garder pendant 20 ans dans une bibliothèque. L'important, c'est de lire l'histoire, d'avoir eu du plaisir, puis après ça, on passe à autre chose, on prend le livre, on le prête à son copain, puis on est moins dans l'accession de propriété que de vivre des expériences. En tout cas, moi, je le perçois comme ça, là. Moi, je me permettrais de compléter qu'il y a quand même une recherche de transparence, puis le fait d'éduquer les jeunes d'une manière ludique et sympathique et qui est faite par quelqu'un qu'ils apprécient, mais sur le modèle économique de la librairie versus les grandes chaînes, comment ça se passe, qui reçoit l'argent. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir un impact aussi sur leur perception de qu'est-ce que ça change si je sais que je veux tel livre, de l'acheter sur Amazon ou d'aller chez mon libraire le chercher, puis d'en profiter pour découvrir un autre livre que personne d'autre ne connaît, où je vais pouvoir me valoriser après parce que j'ai découvert, puis avoir une petite histoire avec ça. Donc je pense qu'il y a, c'est pas forcément ça qui va donner envie de lire, mais en tout cas ça peut changer la donne sur la manière dont ils perçoivent l'économie du livre et de l'impact de leurs achats ou de leur non-achat de livres. Ben, je sais pas trop. Est-ce que je peux donner un truc? Moi, qu'est-ce que je fais pour mes réseaux sociaux à moi? Parce que c'est sûr que c'est difficile de sortir du lot quand, disons, qu'on est dans le milieu littéraire, on veut trouver des trucs intéressants, comme tu disais, filmer le behind the scene de la librairie, des trucs comme ça. C'est de regarder vraiment qu'est-ce qui se fait autour de nous, mais pas juste dans le milieu du livre, pas juste dans le milieu littéraire, comme de suivre qu'est-ce qui se fait dans le milieu du sport, dans le milieu automobile, dans les restaurants. Puis ensuite, si on est inspiré par des trucs intéressants, de l'adapter, nous, à notre propre contenu. Puis c'est là que ça va sortir du lot, puis que toutes les autres librairies, toutes les autres maisons d'édition n'auront peut-être pas eu la même idée en même temps que nous. Mais c'est intéressant, mais en même temps, on l'a répété plusieurs fois depuis ce matin, on se le répète souvent entre nous, le livre n'est pas un objet de consommation comme les autres. Donc,
comment toutes ces innovations-là ou ces nouvelles façons de parler au public, on doit les passer à travers ce filtre ou est-ce que c'est nous qui nous mentons à nous-mêmes puis dans le fond, le livre est un objet de consommation comme les autres? Ben, Je suis un peu provocatrice, lancez-moi pas. Moi, je réfléchissais à cette question-là, puis c'est sûr que non, le livre n'est pas un objet de consommation comme une paire de souliers. Mais en même temps, j'y pensais, puis je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire sur YouTube? C'est exactement la même chose qu'une YouTubeuse beauté est en train de faire. Elle a reçu son petit rouge à lèvres d'une compagnie de cosmétiques. Moi, je reçois un livre d'une maison d'édition. Puis elle va tester le rouge à lèvres, elle va le montrer à l'écran, elle va en parler, elle va dire qu'est-ce qu'elle a apprécié, qu'est-ce qu'elle n'a pas apprécié, puis elle va finir par le recommander ou non. Moi, je fais pas la même chose, mais en tout cas, vous comprenez, avec le livre, je fais ça. Puis j'essayais de penser aussi à mes habitudes de consommation. Si je vais à la pharmacie, j'ai le choix entre 52 mascaras. Il y a des grandes chances que je prenne celui que je reconnais, que j'ai vu dans la vidéo YouTube d'une YouTubeuse que j'aime, à qui je m'associe, que je sais que c'est une personne qui me ressemble un peu, qui est sympathique puis qui est sincère. Fait que je vais acheter ça rouge à lèvres-là. Fait que je suis comme drôlement placée parce que je pense que ce que je fais, moi, c'est un peu comme pour n'importe quel produit. Moi, si je peux compléter, on parle de le livre n'est pas un objet de consommation comme un autre, mais même un livre en soi, il y a plusieurs sortes de livres. Oui. Parce que ça peut être un livre de référence que j'ai besoin d'acheter pour un sujet particulier, pour mes études, dans le cadre professionnel, mais ça peut être un livre que j'achète parce que c'est un livre ludique ou de divertissement. Je veux passer un moment, je pourrais écouter Netflix ou lire le livre. Puis il y a aussi les livres qui sont des livres objets que les gens achètent pas forcément pour les lire ou pour appliquer. On voit ça beaucoup dans la recette où on fait des très très beaux livres avec des magnifiques photos, mais il y a personne qui s'en sert jamais. Ça reste sur une étagère, puis tout le monde est très content de dire ah ben j'ai le dernier livre de Marie-Lou, mais en vrai c'est un objet comme un autre. J'ai une petite citation que j'ai retrouvée sur une Française qui s'appelle Louise Baxter, qui fait un blog et qui a dit, et je cite, « La lecture n'est plus considérée comme une activité prestigieuse, mais dès qu'un roman est mis en avant par les médias et les camarades, il devient un objet désirable. » Ce qui reviendrait à dire que c'est un peu un objet de consommation comme les autres, finalement. Et elle poursuit en disant « Les jeunes ont besoin d'une communauté dans laquelle ils se reconnaissent. » Et là, la dernière phrase, c'est le rôle que jouent les best-sellers, même médiocres. Il faudrait donc les aider à tisser des liens autour de vrais bons livres. Ouch. Mais le fait est que quand vous faites des recherches, j'ai fait un certain nombre de recherches pour l'activité d'aujourd'hui, et c'est incroyable le nombre de jeunes qui font soit des vidéos sur YouTube ou d'autres interventions sur les réseaux sociaux, qui disent que leur premier contact avec la lecture, ce qui leur a vraiment donné le goût de lire, c'est Harry Potter. Et Harry Potter, il y a une communauté de tripeux Harry Potter. Bon, là, un peu moins parce que, bon, Mais pendant des années, ces gens-là, les jeunes parlaient de ça, attendaient le prochain numéro avec impatience, en rediscutaient. Ça a créé vraiment un effet de communauté. Il y a eu la même chose avec la série Twilight. Il y a un certain nombre comme ça, et ça développe ce sentiment de communauté-là, d'être une gang de monde qui partage ce plaisir-là et qui s'envoie des commentaires et des choses comme ça. Et c'est sûr que quand on arrive dans des séries, bien, on crée cet engouement-là aussi avec cette attente-là de la suite et du prochain, etc. Je vais me tourner vers vous parce qu'il est déjà passé midi. Est-ce que vous avez des questions? Vous savez où sont les 2 micros pour nos invités? Qu'est-ce que vous pensez du rôle de, 1, l'école, 2, la famille, pour ces milléniaux ou pour d'autres générations qui s'en viendraient plus tard? Bien, c'est sûr qu'un enfant qui grandit dans une famille où ça ne lit pas, à part là, d'avoir été extrêmement influencé par des professeurs ou une tante ou quelque chose comme ça, il y a peu de chances qu'il sera intéressé à la lecture. Ça, je crois que ça reste exactement la même chose. Les choix de livres qui sont proposés au primaire et au secondaire jouent aussi beaucoup.
quand on nous propose des livres, quand on propose des livres où on sait qu'on va accrocher les jeunes, éventuellement, je pense ils peuvent aller dans des choses un petit peu plus complexes, un petit peu plus difficiles. Quand on propose des affaires qui sont déconnectées ou qui se passent dans le bon vieux temps, ou des choses comme ça, les jeunes, ils vont avoir de la difficulté à accrocher à ça. Je crois qu'il y a une combinaison de ce que la famille te permet d'explorer quand tu es petit, de voir tes parents lire. Si tes parents ne lisent jamais, quand tu es un enfant, tu vas te dire, ça ne doit pas être si important que ça. Je suis obligée de le faire pour l'école. Puis les choix à l'école, je crois qu'ils sont aussi très importants. La qualité de ce qu'on va choisir pour les jeunes est très importante et d'avoir le choix. Qu'un petit garçon ait plus le goût de lire au primaire un livre sur, je ne sais pas moi, la course automobile, puis que la petite fille ait le goût de lire un truc plus historique. Mais tu sais, c'est pas le même livre qui va plaire à tous les enfants, je crois. Puis c'est sûr aussi qu'il y a des ados ou des jeunes adultes, j'ai l'impression qu'ils sont comme un petit peu arrêtés à l'idée qu'ils ont encore des lectures obligatoires. Tu sais, pour eux, la lecture, ça peut être plus difficile ou difficile à comprendre parce que justement, ils sont tombés sur des trucs qu'ils ont moins aimés quand ils étaient jeunes. Puis je pense qu'à l'école, il y a des manières aussi de renouveler ça puis de rendre quelque chose d'intéressant. Il y avait l'ANEL qui a fait le concours BookTube, justement, où des jeunes pouvaient faire des vidéos sur des livres québécois qu'ils avaient aimés. Puis ce genre de trucs-là. De plus en plus, il y a des professeurs qui m'écrivent « J'ai décidé de faire ça. Au lieu de faire un exposé oral, au lieu de faire un examen écrit, les jeunes vont faire des vidéos. » Puis ça les fascine tellement, YouTube, là, que ça, au moins, ça les fait triper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, Oui, Élodie? Oui, j'aurais peut-être une observation sur la dimension de génération. Vous avez dit que c'était pas monolithique, mais en vous écoutant la décrire, je ne peux pas m'empêcher de sursauter quand même. Vous avez dit que les baby boomers étaient influencés par les événements historiques qui les entouraient. Je voudrais rappeler aussi l'événement politique de 2012 qui nous a aussi donné un autre regard sur la millénium génération, la génération Y, je ne sais pas comment on l'appelle, ou qui était vue justement comme égocentrique et centrée sur le plaisir. Et on a vu une génération s'élever politiquement, prendre les rues, faire 6 mois de grève et lire, faire de la poésie. Nous, comme éditeurs d'essais, on a vu une augmentation faramineuse l'automne d'après de lecture politique et le public qui était chez les jeunes et ce public-là il existait déjà, il est toujours là. Donc je pense qu'on aurait besoin quand même de nuancer un peu la vision du jeune qui veut juste du plaisir et du divertissement. Les jeunes, on est une génération qui réfléchit Absolument. politiquement à notre société. Absolument. Et qui a des lectures qui vont aller chercher et dans la littérature et dans l'essai des réflexions pour analyser le monde, le penser. Mais en fait, je ne suis pas d'accord, moi, avec la perception que les jeunes de la génération Y sont complètement centrés sur eux-mêmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, déjà en partant. Qu'ils soient centrés sur le plaisir, moi, ça, mais le plaisir, pas nécessairement un plaisir ludique, de faire les choses dans le plaisir, de faire du travail dans le plaisir, d'étudier dans le plaisir. C'est pas la même chose que d'être c'est pas d'être sur le party, là, c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment la notion de faire ça dans un environnement agréable où il y a des contacts humains qui sont rafraîchissants, tout ça. En termes de que les jeunes s'engagent, ils se sont toujours engagés. Les baby boomers, on dit souvent, à tort, que les jeunes de la génération Y étaient trop égoïstes puis ne s'engageaient pas. Ils s'engagent, mais ils s'engagent différemment. Ils ne s'engageront pas dans le même mouvement nécessairement pour les 15 prochaines années. Ils ne s'engageront pas nécessairement de la même façon que les générations précédentes, mais ils vont le faire de façon plus spontanée au fil des événements qui vont arriver. L'importance des événements qui se passent et l'influence que ça a sur une génération, ça dépend de l'âge. Si je prends exemple, les jeunes de la génération Y, américains par exemple, qui avaient 10 ans lors des événements du 11 septembre, ne seront pas affectés de la même façon que le jeune de cette génération-là qui en avait 16. Alors, dans une même génération,
souvent, quand on veut vraiment approfondir, on va avoir des caractéristiques modulées selon qu'on est dans la première moitié ou dans la deuxième moitié. Mais dans des événements comme aujourd'hui, si on se met à faire ça, on va être ici jusqu'à demain. Ce serait agréable, mais je ne penserais pas. Ce qui fait que ça, il y a des modulations, entre autres parce que sur une vingtaine d'années, la situation économique, elle change. Donc, l'exemple des baby boomers est frappant. Ceux de la première moitié, ils ont eu pas mal de chance en termes économiques. Ceux de la fin de la deuxième moitié, on commencé à connaître les petits contrats, on commencé à connaître le chômage. Pourtant, en termes de certaines valeurs communes, ils les ont. Mais sur certains points, parce que leur réalité a été différente, ils sont différentes. Alors, les jeunes qui ont fait tous les événements du printemps érable ici, ceux qui ont été affectés par ça, sont dans une certaine tranche d'âge, qui comprenaient ce qui se passait, qui ont été capables de l'analyser, qui ont été capables de voir les conséquences. Les un petit peu plus jeunes, peut-être un peu moins, puis les un petit peu plus vieux, qui sont déjà dans d'autres choses, un petit peu plus moins. Fait qu'il y a toujours, faut toujours penser à où est-ce que la personne est rendue dans son groupe, et à partir de ce moment-là, on est capable de faire des petits sous-groupes qui vont avoir quelques caractéristiques supplémentaires ou d'autres qui vont être plus modulées. Mais donc, Je peux me permettre de compléter par rapport à la question qui a été posée, c'est qu'il y a une différence qui est très importante à faire entre la tolérance autant que ça demande quand on me pousse un message, parce que les gens sont sursollicités, on reçoit beaucoup de publicité. Puis là, j'aimerais bien que ça aille vite, parce que j'ai autre chose à faire, puis on m'en demande beaucoup, là, on demande beaucoup d'attention. On le disait tout à l'heure, Mme Benamou le disait tout à l'heure, il y a vraiment un déficit de l'attention. En revanche, quand c'est mon choix, quand là, il y a quelque chose qui m'intéresse, je peux y consacrer du temps, je peux y consacrer beaucoup d'énergie parce que c'est un choix, puis ça m'apporte quelque chose. Donc, quand on dit aller vite et que les gens veulent aller vite, c'est pas la peine d'embeurrer la tartine pendant 14 pages pour m'expliquer que le livre est extraordinaire. Dis-moi, il est extraordinaire. Par contre, je vais consacrer le temps qu'il faut pour le lire et pour l'apprécier. Voilà. Je pense que c'est la notion de temps qui est importante. Mais je voudrais peut-être conclure en revenant jusqu'à là sur le tout premier commentaire que vous avez fait qui m'a un peu déstabilisée, je dois dire, parce que c'était quelque chose que moi, j'ai pas entendu souvent. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, puis là, quand vous dites il y a des tranches dans les générations aussi, moi, mon sentiment, puis je pense que c'est un sentiment qui est partagé par plusieurs personnes dans la salle, c'est que là, à un moment donné, il faudrait avoir comme 8 stratégies de développement de public différentes pour parler à tout le monde. Puis, entre autres, par rapport aux médias sociaux, j'ai quand même donné des formations, entre autres, à certains d'entre vous là-dessus. On a toujours le sentiment que ça vient s'ajouter à tout le reste et qu'il faut faire ça en plus de tout le reste. Puis, bien, malheureusement, on n'a pas plus de monde dans nos bureaux. Et il y a encore, comme on le disait plus tôt, juste 24 heures dans une journée. Donc, si c'est non, la réponse, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut tout abandonner, ce qu'on faisait avant, puis maintenant, on va vers ces nouveaux modèles-là? Ou c'est un peu... je pense qu'il y a quelque chose de déstabilisant là, pour les gens qui se demandent comment rejoindre leur public, en fait. Bien, je pense que le point, c'est que rejoindre le public, c'est pas parler à tout le monde. OK. On fait un choix. Puis, par exemple, c'est quelque chose qui est intéressant en tant que libraire, c'est la notion de la sélection que moi, j'ai fait en tant que libraire, des livres que je trouve intéressants. Puis souvent, un libraire, on parlait tout à l'heure de communauté, c'est situé dans un quartier en particulier. Donc, il y a un niveau de passage, il y a une certaine population, il y a quand même une grande homogénéité entre les gens qui habitent dans un même quartier. Donc, oui, on peut attirer du monde de l'extérieur qui va venir parce que j'ai la sélection intéressante ou j'ai cet état d'esprit, mais c'est ça, c'est que je suis unique, j'apporte quelque chose, je me distingue des autres et je ne suis pas une énième chaîne qui vend tous les best-sellers et quand je rentre, je vois toujours les mêmes couvertures avec les mêmes commentaires. J'ai mon choix éditorial et j'apporte quelque chose à l'utilisateur parce que j'ai choisi. Donc, il ne faut pas se dire d'un coup, je vais devoir avoir 15 stratégies différentes pour parler à tout le monde. Il faut choisir la personne à qui on veut parler, le groupe de personnes, puis adapter ses stratégies en fonction de ça. Et ça ne demande pas forcément plus de temps de faire une petite vidéo de 15 secondes qu'on prend de manière très authentique avec son téléphone, comme n'importe qui d'autre le fait sur les médias sociaux pour dire « ça, c'est un livre, je l'ai trouvé extraordinaire ». On l'a ici, ou le travail que Mélanie fait, qui est aussi dans le même genre d'idée. De se dire, c'est un choix éditorial qui est fait, puis tu as choisi ton audience. C'est pas exactement celle-là que tu as atteinte, mais en tout cas, tu parles à des gens, puis c'est pour ça qu'ils viennent te voir. Oui, mais j'imagine aussi qu'en développant, les ados vont peut-être se joindre à... C'est juste qu'au départ, bien... Ça a donné que c'était pas ça que je rejoignais, mais puis
moi, si je peux rajouter quelque chose, parce que j'ai beaucoup parlé des médias traditionnels, là, ils vont pas nécessairement lire le journal avec une critique littéraire, mais je pense pas que une maison d'édition doit complètement décider de plus aller vers ça, de délaisser les médias traditionnels, parce qu'ils vont toujours rejoindre un certain public, mais ce public-là va aussi s'intéresser à la les médias stratégie. traditionnels qui nous délaissent, de toute façon. Ouais. Ça fait dans l'autre sens. Mais ils vont toujours rejoindre quelqu'un quand même. Puis les gens qui vont rejoindre vont aussi s'intéresser à ta nouvelle stratégie que tu as avec tes réseaux sociaux. Et donc, ça sera ma dernière question. À moins, il resterait du temps pour une question si jamais quelqu'un a un sursaut. Mais est-ce que, admettons là, qu'on part d'ici, entre autres, avec ce concept de YouTube, on en entend beaucoup parler, mais moi, tout le monde dit toujours, je suis une fille bien branchée, mais en fait, je suis une vieille peau. Hein? Moi, je connais les blogs, Facebook, Twitter, je ne me suis même pas rendue à Pinterest. Est-ce qu'il faut penser à ça aussi, là? Est-ce qu'il faut penser, quand on est un libraire, un éditeur, Snapchat et tant d'autres noms que je ne connais même pas? Bien, en fait, je crois qu'il faut y penser. De là à faire toutes les plateformes, c'est peut-être un peu exagéré, mais le format est important. Même si vous êtes sur 10 plateformes différentes, si ce que vous mettez sur cette plateforme-là est trop long, est trop complexe, demande 15 minutes avant de se rendre jusqu'à la fin, et donné de façon pas super dynamique, quand même que vous seriez sur 25 plateformes, ça fonctionnera pas. Oui, c'est ça. Tu sais, il faut trouver faut trouver le juste équilibre entre mettre quelque chose qui est pertinent, qui va atteindre l'objectif que vous voulez faire, mais sans nécessairement... le message, la façon de le livrer est importante. Je dirais, pour ceux et celles qui sont moins habitués, qui ont de la difficulté avec ça, par exemple, mettons, vous vous adressez justement à la génération des 19-35 ans, vous devez en connaître des 19-35 ans. Demandez-leur donc qu'ils vous montrent quelque chose sur un réseau social qu'eux suivent, qu'ils trouvent intéressant, qu'ils trouvent bon. Vous allez les voir, les caractéristiques. Demandez-leur. Je veux dire, il y a plein de monde qui n'aimerait que ça, que vous donnez leur avis. De dire, ben vous, là, ça serait quoi, quel genre de message que tu aimerais? Comment tu aimerais qu'on te présente la critique d'un livre? Comment tu aimerais qu'on te présente les choix du libraire? C'est trop long, c'est trop court? Montre-moi des exemples. Puis ça va, vous allez pouvoir vous nourrir de cette façon-là, parce que nous, on le fait toujours avec nos lunettes, nos yeux, nos façons. On se dit, ben moi, je sais ce que j'aimerais recevoir, mais moi, là, je ne suis pas une personne de 30 ans. Puis moi, quand j'avais 30 ans, ça n'a rien à voir avec leurs 30 ans. Donc, on n'est même plus dans la même affaire. Donc, je pense que c'est important aussi de demander aux gens que vous visez qu'est-ce qu'ils aimeraient et comment ils aimeraient être rejoints. Mélanie? Oui, bien, j'ai l'impression qu'on entend souvent des gens dire « Ah, j'ai essayé ça, les réseaux sociaux, puis ça n'a pas marché. » Justement, je pense que ça a l'air beaucoup de job puis beaucoup d'efforts quand on ne le fait pas de la bonne façon. Il faut, tu sais, peut-être aller voir un gestionnaire de communauté pro, investir un petit peu. Oui, c'est de l'investissement, mais si on le fait bien, c'est là que ça va être facile puis ça va rapporter. Puis aussi garder en tête que ça prend du temps bâtir une communauté. C'est pas la semaine prochaine que vous allez voir les résultats de ça. Ouais. Le mot de la fin, Jessica, là? S'il y a un mot de la fin. Je sais pas, c'est compliqué après toutes ces bonnes paroles, mais pour revenir sur le format, je pense que, enfin, vous l'avez dit toutes les deux, puis c'est vraiment important d'avoir le format qui est adapté à sa cible, mais surtout au réseau qu'on vise. On ne parle pas de la même manière sur Facebook, sur Instagram ou sur Snapchat, puis on ne s'improvise pas non plus de passer de l'un à l'autre. Donc, faut y aller. Il faut en faire moins, mais mieux, plutôt que d'essayer de s'éparpiller partout. Josée Garceau, conférencière, symposium. Judith-Kaila Offredou, directrice stratégique chez Havas Canada. Mélanie Janard, rédactrice, réviseur, créatrice de contenu, youtubeuse. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Merci.